Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en descendant dans le métro, vous ne pouvez vous défaire de cette étrange et tenace sensation de déjà-vu? Comme si vous n'entriez pas dans une artère de transport du XXe siècle, mais dans un temple ancien ou un palais souterrain qui aurait simplement été adapté aux besoins de la foule. On nous a menti toute notre vie. Dès le berceau, on nous a inculqué de belles histoires sur le travail héroïque des bâtisseurs de métros soviétiques et des ingénieurs géniaux de l'Angleterre victorienne. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'histoire officielle de la construction des métros est la falsification la plus éhontée et la plus massive de l'histoire de l'humanité? Et si ces tunnels n'avaient pas été construits par quiconque au XIXe et XXe siècle, mais qu'ils avaient simplement été trouvés, déterrés et nettoyés de la saleté séculaire? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons ébranler les fondements de votre foi dans les manuels scolaires. Transportons-nous à Londres. La date officielle d'ouverture du premier métro au monde est le 10 janvier 1863. Réfléchissez bien à cette date. Milieu du 19e siècle. Dans les rues de Londres circulent des calèches tirées par des chevaux. Les égouts sont à l'état embryonnaire. Les gens meurent du choléra. Et la médecine traite par saignée. Et au même moment, selon la version officielle, ces mêmes personnes, armées seulement de pioches, de pelles et d'enthousiasme, creusent sous terre des infrastructures d'ingénierie extrêmement complexes s'étendant sur plusieurs kilomètres. Croyez-vous sérieusement à cela? On nous dit qu'ils ont utilisé la méthode de la tranchée ouverte. Ils auraient soi-disant éventré la rue, construit un tunnel en briques et remblayé ensuite. Mais regardez les vieilles photos que les historiens appellent pudiquement des clichés de construction. Qui voyez-vous? Regardez attentivement les détails. Nous ne voyons pas un chantier, mais des fouilles. Nous voyons des voûtes cintrées gigantesques qui émergent du sol, déjà prêtes, déjà formées, mais ensevelies sous l'argile et la terre. Les ouvriers sur ces photos ne posent pas de briques, ils les nettoient. Ils ressemblent à des fourmis rampant sur les ossements d'un léviathan mort. Faisons appel à la logique et à la calculatrice, que les scientifiques officiels n'aiment tant pas. Pour construire les 6 premiers kilomètres du métro de Londres, il aurait fallu extraire des entrailles de la Terre des centaines de milliers de mètres cubes de terre. Où est-elle passée? Vous imaginez ce volume? C'est une montagne de la hauteur d'une pyramide égyptienne. Où sont les documents concernant l'évacuation de cette terre? Où sont les décharges où elle a été déversée? Londres est une ville dense et très peuplée. Si des milliers de charrettes de terre avaient circulé 24 heures sur 24 dans les rues, la ville aurait été paralysée par des embouteillages éternels pendant des décennies. Pourtant, les chroniques restent silencieuses sur cet effondrement des transports. Personne ne se plaignait des montagnes de boue. Pourquoi? Parce que la terre n'était pas évacuée à une telle échelle. Elle était simplement nettoyée des couloirs already existants. De plus, observez la maçonnerie de briques du métro londonien. Ce sont des millions, des dizaines de millions de briques de forme et de cuisson idéales. Où se trouvaient les usines capables de produire un tel volume en un temps record? La logistique de livraison d'une telle quantité de matériaux de construction à cheval au centre de Londres est une tâche irréalisable, même pour un système de transport moderne, sans parler du XIXe siècle. Et maintenant, le plus intéressant. Savez-vous comment ils expliquaient la nécessité de construire le métro à Londres? Soi-disant, la ville s'étouffait dans les embouteillages. Mais permettez, la population de Londres au début du XIXe siècle était d'un peu plus d'1 million d'habitants. Est-ce qu'1 million de personnes en calèche aurait créé un tel effondrement qu'il a fallu creuser la terre sur des dizaines de mètres de profondeur? C'est absurde. La vraie raison pour laquelle ils sont allés sous terre était autre. Ils savaient qu'il y avait quelque chose là-bas. Au milieu du XIXe siècle, la soi-disant grande puanteur s'est produite. Un événement où la Tamise a commencé à dégager une puanteur insupportable. Officiellement, à cause des immondices. Mais c'est précisément sous prétexte de créer un nouveau système d'égouts que l'ingénieur Joseph Bazalgette a commencé des travaux de terrassement de grande envergure. Et miracle,
En même temps que les égouts, le métro apparaît soudainement. Quelle coïncidence! Ne vous semble-t-il pas que le système d'égouts et le système de métro sont les parties d'un réseau souterrain unique et gigantesque, hérité d'une civilisation précédente qui a simplement été divisée par des cloisons et nommée différemment? Regardez la qualité d'exécution, la géométrie idéale des tunnels, les transitions les plus complexes, une acoustique magnifique. Et cela a été construit par des gens qui, le soir, rentraient dans des maisons chauffées au charbon et lisaient à la lueur des bougies. Le fossé technologique entre ce que nous voyons sous terre et la façon dont les gens vivaient à la surface est colossal. C'est comme si des papous armés de lances avaient trouvé un vaisseau spatial écrasé et avaient commencé à utiliser ces compartiments comme des huttes. Nous sommes ces papous. Nous sommes descendus dans les souterrains, avons accroché nos ampoules électriques à des crochets enfoncés dans la pierre ancienne, avons fait circuler des trains sur des voies prêtes et avons fièrement déclaré « Nous l'avons construit ». Mais les mensonges de Londres ne sont que le début. Un véritable choc nous attend lorsque nous nous transporterons dans les années 30 du XXe siècle, dans la capitale de l'Union soviétique, où se jouait un spectacle encore plus grandiose. Pourquoi le métro a-t-il commencé à être construit à Moscou, précisément dans les années 30? La version officielle dit « une nécessité de transport ». Mais attendez, Moscou au début des années 30, c'est une ville à peine remise de la Révolution et de la guerre civile. La population vit dans des baraquements et des appartements communautaires. Des tramways circulent dans les rues. Il n'y a pratiquement pas de voitures. Quelle nécessité de transport! Pourquoi un pays qui manque de pain et d'acier investirait-il des ressources colossales, impensables, dans des palais souterrains ornés de marbre, de granit et de pierres semi-précieuses? Vous êtes-vous déjà demandé le coût de la finition des premières stations du métro de Moscou? Ce ne sont pas de simples nœuds de transport, ce sont des temples. Personne de sensé ne construirait un ouvrage utilitaire avec un tel luxe, à moins que cet ouvrage n'ait déjà été là, attendant qu'on en souffle la poussière. Faites attention à la profondeur de l'enfouissement. 30, 40, 50 mètres et plus profond. Pourquoi? Pourquoi faire descendre les passagers si profondément, dépensant des millions pour des escaliers mécaniques et des systèmes de ventilation, s'il était possible de construire un métro aérien bon marché ou de le faire passer à faible profondeur? On nous dit des sols complexes, des sables mouvants, des rivières souterraines. Mais si les sols sont si complexes et dangereux, creuser à une telle profondeur avec les technologies des années 30, c'est du suicide. C'est techniquement impossible sans équipement de forage moderne, que l'URSS ne possédait tout simplement pas à l'époque. On nous raconte des histoires sur des tunneliers achetés en Angleterre et sur de héroïques komsomols avec des marteaux-piqueurs. Mais tout ingénieur vous dira, la vitesse de forage, déclarée dans les rapports soviétiques, est irréelle pour un travail manuel et une mécanisation primitive. Ils avançaient dans des mètres de granit et d'argile à une telle vitesse, comme s'ils coupaient du beurre avec un couteau chaud. Ou peut-être ne coupaient-ils pas? Peut-être se contentaient-ils de déblayer la terre meuble et alluviale des conduits de granit déjà existants? Arrêtons-nous et regardons attentivement les faits qui sont à la surface, mais que nous refusons obstinément de remarquer à cause du voile de la propagande officielle. Prenez n'importe quelle photographie de l'ouverture de la première ligne du métro de Moscou en mai 1935. Que voyez-vous? Des foules en liesse, des portraits de dirigeants et un luxe incroyable, éblouissant. Des stations. Marbre, granit, bronze, cristal, mosaïque de smalt. Ce ne sont pas des arrêts de transport, ce sont des palais d'empereurs romains. Et maintenant, rappelez-vous ce qui se passait dans le pays à cette époque. La collectivisation venait de se terminer, il y avait la famine dans les villages. L'industrie commençait tout juste à se redresser. Le système de rationnement alimentaire avait été aboli très récemment. Le pays vit en régime de stricte économie. Et à ce moment-là,
L'État dépense des centaines de tonnes de marbre et de bronze de première qualité pour décorer un souterrain? Croyez-vous vraiment que le pouvoir soviétique, pragmatique et cynique, aurait enfoui des milliards de roubles dans la terre pour le plaisir esthétique d'un prolétariat qui n'avait souvent rien à se mettre? C'est une absurdité économique. Aucune idéologie ne justifierait de telles dépenses folles, à moins que ces palais n'aient été offerts gratuitement aux bolcheviks. Imaginez un scénario qui explique toutes les incohérences. Les bolcheviks n'ont pas construit ces stations de zéro, ils les ont restaurées. C'est pourquoi les délais de construction de la première ligne semblent si fantastiques. Selon les données officielles, la décision de construire a été prise en 1931 et dès 1935, les trains circulaient. 4 ans. 4 ans pour, dans des conditions hydrogéologiques des plus complexes, sans expérience, sans technique moderne, forer 11 km de tunnels et construire 13 stations-palais. Comparez cela au rythme moderne, où une seule station, même avec des tunneliers à commande informatique et guidage laser, est travaillée pendant 5 ou 6 ans. Le komsomoliste avec sa pioche était-il vraiment plus productif qu'un complexe de forage moderne? On essaie de nous convaincre que l'enthousiasme peut violer les lois de la physique. Mais la vérité est qu'il est possible de nettoyer un couloir près de la vase et de la saleté, de poser des rails et d'accrocher des lustres en 4 ans. Par contre, percer du granit et du béton, évacuer des millions de tonnes de roches et créer une infrastructure d'ingénierie complexe de zéro, c'est impossible. Parlons des matériaux. L'histoire officielle déclare fièrement que le granit et le marbre ont été acheminés de toute l'Union soviétique. Oural, Carélie, Crimée, Caucase. Imaginez la chaîne logistique du début des années 30. Les chemins de fer sont surchargés par le transport de charbon, d'acier et de pain. Les locomotives sont vieilles, il manque des voies. Et dans cet enfer de transport, des trains de pierre décorative s'intercalent. Des milliers de wagons de marbre qu'il faut extraire, scier, polir et livrer au centre de Moscou sans éclat ni fissure. Où se trouvaient ces usines de taille de pierre capables de traiter un tel volume? Elles n'existaient pas. L'industrie de la taille de pierre en URSS était artisanale. D'où venaient donc ces dalles parfaites qui recouvrent des kilomètres de murs? La réponse est simple et effrayante. Elles étaient déjà là. Les murs des anciennes structures souterraines étaient revêtus dès l'origine. Les ouvriers soviétiques n'ont fait que les nettoyer, remplacer les sections endommagées et ajouter la symbolique communiste. Faites attention à la fréquence des motifs antiques dans la décoration du métro, qui ne correspondent en rien à l'esthétique du constructivisme des années 30. Colonnes, chapiteaux, arcs, plafonds à caissons. C'est le style d'une civilisation disparue, adaptée à la hâte aux besoins d'une nouvelle idéologie. Et maintenant, regardez l'équipement technique. La ventilation. Le système de ventilation du métro de Moscou est un chef-d'œuvre d'ingénierie. L'air dans le souterrain est entièrement renouvelé plusieurs fois par heure. Puis, ventilateurs, filtres. On nous dit que tout cela a été conçu et construit par des ingénieurs soviétiques qui, la veille encore, étudiaient dans des écoles paroissiales. Mais tout spécialiste en aérodynamique vous dira que le calcul d'un tel système pour un réseau ramifié de tunnels exige des calculs mathématiques des plus complexes, qui à l'époque étaient à la limite du possible sans ordinateur. Et si une erreur était commise, les passagers suffoqueraient simplement. Mais le système a fonctionné immédiatement et impeccablement. Pourquoi? Parce que les conduits d'aération faisaient partie de la construction initiale. Les anciens bâtisseurs, quels qu'ils aient été, ont créé ces souterrains non pas comme un système de transport, mais comme des abris autonomes. C'étaient des villes sous terre, conçues pour l'habitation prolongée de millions de personnes dans des conditions où la surface de la planète était devenue invivable. Souvenez-vous des soi-disant sables mouvants, des sables saturés d'eau qui auraient été le principal problème des bâtisseurs de métro. Pourquoi les ingénieurs ont-ils même décidé de tracer le parcours à travers ces zones extrêmement dangereuses? Pourquoi lutter contre la nature, geler le sol avec de l'azote liquide,
risquer la vie des ouvriers, s'il était possible de simplement contourner les zones dangereuses ou de modifier la profondeur de l'enfouissement. La logique suggère « cherche le chemin le plus facile ». Mais il s'obstinait à aller dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il ne traçait pas un nouveau chemin, il suivait une trace. Il déterrait un tunnel déjà existant, qui avait été inondé ou endommagé par une catastrophe passée. Il ne pouvait pas dévier, car l'ancienne route menait précisément là. Ils étaient les otages d'une vieille carte, que nous appelons aujourd'hui le plan du métro. Cela explique aussi les étranges courbes des lignes et les dénivelés qui semblent illogiques du point de vue de la conception moderne, mais qui prennent tout leur sens si nous restaurons des ruines. Un autre fait flagrant est l'absence de décharge de terre à Moscou. Nous avons déjà parlé de Londres, mais à Moscou, la situation est encore plus évidente. Le centre-ville, une construction dense. Si des millions de mètres cubes de roches avaient été extraits du sous-sol, Moscou aurait dû être entouré de terrils. Où est passée cette terre? On nous dit, ils l'ont transportée sur des barges, ont remblayé des ravins, ont construit des quais. Mais où sont les photos de ces gigantesques caravanes de camions ou de péniches remplies d'argile? Elles n'existent pas. Il y a des photos mises en scène de joyeux bâtisseurs de métro en uniforme propre, mais pas de chronique du travail sale et lourd d'évacuation de la terre à l'échelle industrielle. C'est parce qu'il n'y avait presque rien à évacuer. Le volume principal des tunnels était creux. La boue n'était que des alluvions, les conséquences de cette même inondation de boue dont les historiens restent silencieux. Le métro n'a pas été creusé, il a été aspiré. Regardez la station Mayakovskaya. Arche d'acier, design futuriste, espace. La décoration utilise de l'acier inoxydable nervuré. C'est un acier coûteux et de haute technologie qui, dans les années 30, était une ressource stratégique pour l'aviation et l'industrie militaire. Et on l'utilise pour la décoration d'une station de métro. C'est comme si aujourd'hui, les murs du métro étaient recouverts de titane provenant de fusées spatiales. D'où vient une telle extravagance? Ou peut-être, ces structures en acier inoxydable sont-elles la charpente porteuse d'une ancienne structure qui s'est avérée si parfaite et intacte qu'il a été décidé de ne pas la cacher sous le plâtre, mais de la présenter comme une réalisation du design soviétique? Nous marchons à l'intérieur d'un mécanisme gigantesque, dont nous ne comprenons pas entièrement la finalité, et nous pensons naïvement que ce n'est qu'une belle décoration pour le trajet vers le travail. Mais laissons de côté les briques et le marbre, et regardons ce dont les historiens ont peur de parler, même à voix basse. Regardons la démographie. C'est le domaine où le mensonge officiel se fissure le plus bruyamment. On nous dépeint une image d'une croissance industrielle rapide au XIXe siècle, lorsque la population des villes aurait explosé. Mais si nous ouvrons les véritables annuaires statistiques de ces années, et non les manuels réécrits, nous verrons une image étrange. Au milieu du XIXe siècle, précisément au moment où la construction massive du métro à Londres et la reconstruction des capitales européennes auraient commencé, le monde traversait les conséquences d'une sorte de catastrophe mondiale. Regardez les photographies des villes de cette époque, des rues désertes, sans personne. Saint-Pétersbourg, Paris, Rome, Londres. Sur les clichés des années 1860, les villes semblent désertes. Où sont ces foules d'ouvriers qui auraient dû creuser les tunnels? Où sont les millions de citadins pour qui ces gigantesques réseaux souterrains ont été construits? Sur les photographies, nous voyons de rares passants qui ressemblent à des loqueteux au milieu de ruines majestueuses. Il existe une théorie, et elle trouve de plus en plus de confirmation, qu'un cataclysme global s'est produit au début du XIXe siècle. Les chercheurs l'appellent le déluge de boue ou de terre. Une force catastrophique a recouvert les villes d'une couche de terre et d'argile sur plusieurs mètres. C'est pourquoi, dans les vieux bâtiments du centre de Moscou, Londres ou Prague, les premiers étages sont enfouis sous terre et transformés en caves. Des fenêtres qui s'enfoncent dans le trottoir, des portes qui mènent nulle part sous terre.
vous le voyez tous les jours. Mais votre cerveau refuse de l'analyser, car c'est plus simple. Et les métropolitains ne sont rien d'autre que les niveaux inférieurs d'une infrastructure urbaine unique, qui ont le mieux survécu parce qu'ils étaient étanches. Lorsque l'eau et la boue se sont retirées, les survivants, comme des fourmis, ont commencé à déterrer ce qui était accessible. D'abord les étages supérieurs, puis les rues, et ensuite ils sont tombés sur des descentes. Pensez aux technologies. On nous dit que le métro de Londres sous la Tamise a été construit à l'aide du bouclier de Marc Brunel. Soi-disant, c'était une structure en bois, à l'intérieur de laquelle des gens s'asseyaient et creusaient la terre, tandis que le bouclier était poussé en avant par des vérins. Imaginez la pression de l'eau et de la terre en profondeur sous la rivière. Un bouclier en bois aurait été écrasé comme une boîte d'allumettes dès la première seconde. Aucun vérin manuel n'aurait pu déplacer une telle machine. C'est un conte de fées technique pour enfants. La réalité est la suivante. Les tunnels sous la Tamise et la Moskova ont toujours été là. Ils ont été construits avec des matériaux de haute résistance, des mélanges de béton dont nous n'avons toujours pas percé le secret, et sont capables de supporter une pression colossale. Nous n'avons fait que trouver les entrées, pomper l'eau et nous en attribuer la paternité. Et là, nous abordons la question la plus terrifiante. Pourquoi ces tunnels ont-ils été construits à l'origine? Si nous écartons la version des trains, qui semble ridicule pour une civilisation maîtrisant l'électricité atmosphérique et les technologies éthériques, alors qu'était-ce? Regardez le plan du métro. C'est un réseau gigantesque qui ceinture la ville. Des lignes circulaires, des rayons radio. C'est le schéma d'un gigantesque circuit imprimé ou d'un circuit énergétique. Peut-être que ces tunnels servaient de guides d'ondes. Peut-être que ce n'étaient pas des gens dans des wagons étouffants qui s'y déplaçaient, mais de l'énergie ou de l'information. Ou peut-être était-ce un système de postes pneumatiques à l'échelle mondiale, dont les auteurs de science-fiction de l'époque parlaient, comme s'ils se souvenaient d'un passé perdu. Nous utilisons un microscope pour enfoncer des clous. Nous avons fait circuler des trains électriques primitifs dans des canaux qui, peut-être, étaient destinés à la téléportation de matière ou à la génération d'un champ protecteur de la planète. Rappelez-vous l'étrange histoire de la station Dzerzhinskaya, aujourd'hui Loubianka, à Moscou. Les constructeurs auraient rencontré des difficultés insurmontables et n'auraient pas pu construire la salle centrale, laissant 2 tunnels aveugles. Mais ensuite, 40 ans plus tard, la salle a été soudainement achevée. La version officielle dit « De nouvelles technologies sont apparues ». La version alternative sonne bien plus sinistre. Ils n'ont tout simplement pas pu ouvrir immédiatement la porte étanche menant à la salle centrale. Il aura fallu 40 ans pour forcer la protection de l'ancien bunker. Le métro regorge de tels inachevés et depuis abandonnés, où les spéléologues et les chercheurs ne sont pas autorisés. Que cache-t-il là-bas? Des montagnes d'ossements de ceux qui sont morts pendant le déluge? Ou des mécanismes fonctionnels d'anciens dieux qui ronronnent dans l'obscurité, fournissant à la ville une vibration incompréhensible que nous prenons pour le bruit des trains? On nous a transformés en consommateurs d'une fausse histoire. On nous a dit que nous étions le sommet de l'évolution, que nous avions construit ce monde. Mais la vérité est que nous vivons sur les ruines des titans. Nous sommes une civilisation charognarde. Nous avons habité des maisons vides. Nous sommes descendus dans des tunnels vides. Nous nous sommes appropriés les réalisations d'autrui. Notez à quelle vitesse l'architecture se dégrade. Comparez l'empire stalinien du métro des années 30 et le carrelage misérable des stations des années 60. Les soi-disant 1000 pattes. Si nous nous développions, pourquoi nos constructions devenaient-elles de plus en plus primitives et laides? La logique du progrès dicte la complexité et l'embellissement. La logique de la dégradation, la simplification. Nous n'avons pas appris à construire mieux. Nous avons simplement cessé de savoir restaurer ce que nous trouvions. Les réserves de matériaux anciens se sont épuisées.
Les spécialistes qui savaient travailler avec l'héritage sont morts. Et nous avons commencé à fabriquer des stations avec du béton bon marché et du carrelage de salles de bain. Ce n'est pas le progrès, c'est le déclin. Le réseau mondial de métropolitains est un système unique. Londres, Moscou, Paris, New York, Tokyo. Partout les mêmes profondeurs, les mêmes voûtes cintrées, la même largeur de voie. Comme si un seul architecte avait conçu tous les souterrains du monde. La science officielle l'explique par l'emprunt d'expérience et la standardisation. Mais comment des pays séparés par des océans et des inimitiés, à une époque où une lettre mettait des semaines pour aller d'Europe en Amérique, aurait-il pu standardiser quelque chose? C'est impossible. Ce réseau a été construit par une civilisation mondiale unique, un empire qui ne connaissait pas de frontières, que nous appelons aujourd'hui la Tartarie ou l'Atlantide. Ils ont construit un réseau de transport reliant les continents sous terre. Oui. Il existe une hypothèse selon laquelle les tunnels de métro ne se terminent pas en cul-de-sac au-delà des dernières stations. Ils continuent. Sous les océans, sous les montagnes. Un hyperloop global de l'Antiquité que nous avons bloqué avec des bouchons de béton, car nous craignons ce qui pourrait venir de l'autre côté. Et maintenant, respirons plus profondément. Car l'air que nous respirons dans le métro n'est pas imprégné de créosote et de poussière, mais de peur et de la mémoire d'une guerre qui a balayé nos prédécesseurs de la surface de la Terre. Avez-vous déjà remarqué les gigantesques portes étanches des anciennes stations? Ces monstres métalliques de plusieurs tonnes, capables de bloquer un tunnel en quelques secondes? On nous dit que c'est une protection contre les inondations, ou, dans des versions plus récentes, contre une attaque nucléaire de la guerre froide. Mais ces portes étaient là bien avant l'invention de la bombe atomique, dans notre compréhension de l'histoire. Regardez leur construction. Ce ne sont pas de simples portes, ce sont des sas de vaisseaux spatials. Les mécanismes de leurs actionneurs sont cachés profondément dans les murs. Et les ingénieurs modernes ne savent souvent même pas comment les réparer s'ils tombent en panne. Alors ils sont simplement conservés et repeints sous une 10e couche de peinture. Ces portes nous crient que le métropolitain n'a pas été conçu à l'origine pour transporter des employés au travail, mais comme un système de survie global. C'est une arche, c'est un bunker de l'apocalypse, construit par une civilisation qui savait que le ciel allait bientôt tomber sur la terre. Nous nous comportons comme les représentants classiques du culte du cargo. Savez-vous ce que c'est? Pendant la Seconde Guerre mondiale, des indigènes des îles du Pacifique ont vu des militaires américains construire des aérodromes et recevoir du ciel des cargaisons, nourriture, vêtements, équipements. Lorsque la guerre a pris fin et que les militaires sont partis, les indigènes ont commencé à construire des maquettes d'avions et de tours en paille et en bâton, espérant que les dieux leur enverraient à nouveau des cadeaux. Nous faisons la même chose. Nous avons trouvé un système gigantesque et de haute technologie de communication, de transport et d'abri. Nous n'avons pas compris 10% de ses capacités. Nous l'avons simplement adapté à nos besoins primitifs, y avons fait circuler nos wagons bruyants et avons appelé cela le progrès. Nous sommes des enfants qui ont trouvé un fusil Kalachnikov et l'utilisent pour casser des noix avec la lunette de visée, sans même soupçonner que cette chose peut tirer. Pensez à la Seconde Guerre mondiale. Londres, 1940. Bombardement allemand. Où se cachent les Londoniens? Dans le métro. Moscou, 1941. Les Allemands sont aux portes de Moscou. Où se trouve le quartier général du commandement? Dans le métro à la station Kirovskaya, aujourd'hui Tchistieproudy. Pourquoi Staline était-il si sûr de sa sécurité à Moscou? Parce qu'il savait, le bunker soviétique pouvait être percé, mais les voûtes de granit de l'époque ancienne résisteraient à n'importe quel coup. Le métro n'a pas seulement été utilisé comme abri, il a retrouvé sa véritable fonction. À ces moments-là, l'histoire a retiré son masque. Les gens sont instinctivement retournés dans le ventre de la terre-mère, dans ces mêmes couloirs qui ont sauvé les restes de l'humanité lors de l'apocalypse précédente, sans
ou 200 ans auparavant. Et ici, nous arrivons au plus terrible des effondrements démographiques. Où sont tous les adultes? En étudiant le 19e siècle, nous rencontrons constamment le phénomène de l'orphelinat. Un nombre énorme d'orphelinats, de maisons d'éducation, les soi-disant trains d'orphelins aux États-Unis, qui transportaient des milliers d'enfants pour peupler les territoires désertiques du Far West. D'où venaient tant d'enfants sans parents? Où sont passés des millions d'adultes? La réponse est terrible. Ils sont morts. Ils n'ont pas eu le temps de descendre dans le métro. La catastrophe, qu'il s'agisse d'une guerre des dieux, d'un impact plasmatique ou de ce même déluge de boue, a anéanti la population adulte, ne laissant à la surface qu'une poignée de survivants et des millions d'enfants sans abri. Le métro est un témoin silencieux de cette tragédie. Ceux qui ont réussi à se réfugier derrière les portes étanches ont survécu, mais ils étaient peu nombreux. Peut-être sont-ils devenus la nouvelle élite, les gardiens de la connaissance, qui ont ensuite réécrit l'histoire, inventé le conte d'une lente évolution et nous ont forcés à oublier que nous vivons sur un cimetière. Imaginez l'ampleur du cynisme. Les autorités savent parfaitement que nous vivons dans une période entre les catastrophes. Elles savent que ce monde est un décor temporaire. C'est pourquoi elles traitent si facilement l'éphémérité de la construction moderne. Pourquoi construire pour des siècles si dans 50 ans, tout sera à nouveau emporté ou brûlé? Mais le métro, c'est différent. Le métro, elle le protège. Le métro, elle l'étende et le répare constamment, mais pas n'importe comment, en s'enfonçant dans d'anciennes branches conservées. Avez-vous entendu les légendes sur le métro 2 à Moscou? Sur les lignes secrètes menant aux bunkers gouvernementaux et aux villes souterraines de Ramenki? Officiellement, c'est un secret d'État, mais les conspirationnistes le savent. Ce ne sont pas de nouvelles constructions. Ce sont simplement des niveaux plus profonds de ce même système ancien, que l'élite a gardé pour elle-même. Pour nous, le niveau supérieur où nous allons au travail. Pour eux, les niveaux inférieurs, où il y a des sources d'énergie autonomes, des réserves de nourriture pour des siècles et des bibliothèques avec la véritable histoire de l'humanité. Nous le sentons. En descendant l'escalator, vous sentez la pression changer, l'énergie se modifier. Une étrange anxiété vous envahit, ou, au contraire, une tranquillité hypnotique et artificielle. Les stations de métro sont conçues comme des résonateurs psychotroniques. La forme des voûtes, le motif des mosaïques, la fréquence du vrombissement des trains, tout cela agit sur la conscience. Peut-être le métro est-il une machine géante de suppression de la volonté. Chaque jour, des millions de personnes descendent sous terre, passent par des portiques de détection de métaux qui, en réalité, ne scannent pas les armes, mais les biopodes, et entrent dans la zone d'action d'émetteurs basse fréquence. Nous sortons du métro fatigués, abattus, des rouages obéissants du système. Nous pensons que c'est la fatigue du travail, mais en réalité, c'est le résultat d'un traitement dans le circuit souterrain. Les anciens utilisaient ces résonateurs pour la guérison et l'illumination, mais ceux qui ont pris le pouvoir maintenant ont recalibré les fréquences. Ils ont transformé un temple en abattoir pour les âmes humaines. Regardez la carte du métro de n'importe quelle grande ville. Ce ne sont pas des lignes chaotiques, c'est un mandala. C'est un symbole occulte superposé à la carte de la ville. La ligne circulaire ferme le circuit. Les lignes radiales recueillent l'énergie des périphéries et la dirigent vers le centre. Où? Au Kremlin? À la Cité de Londres? Au Vatican? Partout où il y a un métro, il y a un centre de pouvoir. Ces souterrains nous aspirent notre force vitale pour alimenter le système qui dirige le monde. Nous sommes des piles. Nous descendons volontairement dans la matrice chaque jour, payons pour cela et pensons que c'est un moyen de transport pratique. Mais en réalité, nous participons à un rituel dont le sens nous est caché. Et le plus terrible,
c'est que nous n'essayons même pas de regarder autour de nous. Nous regardons nos téléphones, craignant de lever les yeux vers la maçonnerie cyclopéenne des murs qui se souvient du toucher des mains des Atlantes. Nous avons peur de voir la vérité. Car si nous admettons que le métro n'a pas été construit par nos grands-parents, nous devrons admettre que toute notre vie est un mensonge.